Cette semaine, à Infocam, une rencontre avec le député de Québec solidaire, Amir Kadir, la réaction de Nathalie Lévesque, élue mairesse de Saint-Pacôme, le service d'accueil de stagiaires du Kamouraska de projection 1635, un nouveau projet entrepreneurial de l'école secondaire Chanoine-Baudet et une exposition présentée par Tortue Bleue au musée François Pilote. Bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. C'est dans le cadre d'une conférence débat sur l'énergie à l'ITA de la Pocatière que nous avons pu s'entretenir avec le député de Québec solidaire, Amir Kadir, avant sa conférence. Alors, à l'invitation des gens de Québec solidaire de Côte-du-Sud et de la région, et aussi avec la collaboration du groupe, du mouvement Stop Oléoduc, on a organisé cette soirée-là pour comprendre un peu c'est quoi l'enjeu stratégique pour le Québec de continuer à dépendre lourdement du pétrole, comme on le fait, comme beaucoup d'autres communautés en Amérique du Nord. Et ça veut dire s'enfoncer un peu plus dans tous les problèmes qui s'entraînent. Évidemment, la tragédie du lac mégantic était peut-être exceptionnelle, c'est vrai, mais il y a des dégâts environnementaux majeurs qu'on a eus ces derniers temps. Toutes les semaines quasiment, il y a des oléoducs où on observe des fuites. Il y a eu un déversement pétrolier important à Sept-Îles. En Amérique du Nord, le transport du pétrole, pas pour l'usage local, parfois c'est pour l'exportation. On sait d'ailleurs, le pipeline de TransCanada, on va être juste des porteurs de pétrole. Ce n'est pas pour le Québec réellement, avec beaucoup, beaucoup de risques. Puis en plus de ça, quand on investit dans ces domaines-là, ce que ça occasionne, c'est qu'on continue à s'enfoncer dans l'économie du pétrole. Quand on permet ou on déploie des énergies là-dedans, on prive d'autres secteurs, des secteurs plus modernes, plus développés du 21e siècle, à se développer. Et au Québec, ça coûte très cher. Ça nous coûte très cher, la dépendance au pétrole. Si on considère le pétrole, qu'on achète l'essence, plus l'automobile pour aller avec, et les pièces, c'est 40 milliards de dollars qui sortent chaque année de nos poches vers l'extérieur du Québec. Ça veut dire que si on réussit à s'en départir un peu, ne serait-ce que 10 ou 20 chaque tranche de 10 c'est 4 milliards d'économies dans nos poches pour s'occuper d'autres choses, pour investir dans la qualité de notre vie, dans le changement de nos infrastructures, dans les transports publics. Et imaginez, on est vraiment bien parti au Québec. Si on veut parler quand on parle des oléoducs, puis du transport pétrolier, puis de l'essence, puis de l'auto, on ne doit pas oublier qu'au Québec, là, on est un endroit béni. On est un des endroits dans tout le monde entier qui a l'accès le plus facile et à moindre coût à l'électricité. Fait que ça devrait faire allumer quelque chose chez nos décideurs. On doit mettre des énergies doubles à transformer nos moyens de transport pour qu'on soit moins dépendant du pétrole. Or, malheureusement, on voit que trop de décideurs, parce qu'il y a des lobbies très puissants, il ne faut pas oublier le lobby pétrolier, c'est un des lobbies les plus puissants au monde, même au Québec. Alors, à cause de ce lobby-là, nos gouvernements, même s'ils disent dans leur plateforme qu'on va faire ceci, une fois arrivés au poste de commande, ils ne font pas ça. On continue toujours la même affaire. Regardez, Mme Marois nous a pris tout le monde par surprise quand elle est en Alberta pour dire « Oui, on veut de votre pétrole sale. On va vous prêter notre dos. On va transporter votre pétrole pour votre exportation. » Ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Qu'est-ce que vous pensez justement du projet de TransCanada, du projet Oléoduc? C'est, comme je vous ai dit, le lobby pétrolier est très, très fort, avec des annonces, des campagnes multimillions, avec des millions de dollars à la télé, mais aussi avec des représentants locaux. Je pense que le fils de l'ancien ministre Lawrence Cannon, le ministre conservateur, se promène partout pour nous dire « Ah, c'est bon pour le Québec », mais c'est pas vrai. Il va y avoir, oui, quelques centaines d'emplois durant la phase de construction, très, très court. Il va y avoir quelques emplois pour pousser des boutons, peut-être 2, 3, peut-être 10 à l'échelle du Québec pour faire fonctionner ça. Il va y avoir peut-être quelques dizaines, à la limite quelques centaines de gens qui vont toucher des redevances ou enfin des dédommagements importants pour le passage. Mais pour l'ensemble du Québec, c'est tout négatif. C'est les risques et surtout, c'est le modèle
de continuer à dépendre et de s'enfoncer dans notre dépendance au pétrole alors qu'on a des énergies qu'on produit nous-mêmes. Alors pourquoi perdre autant d'argent dans une dépendance qui fait sortir du Québec 40 milliards de dollars par année? Il me semble que c'est tout à notre avantage d'essayer de réduire ça. Ça ne veut pas dire qu'on va passer tout à des transports collectifs. Non, on ne pourra jamais le faire. Mais juste réduire notre dépendance, ça veut dire qu'il faut arrêter de permettre à cette industrie-là de se déployer. Et qu'est-ce qu'on est contre? C'est sûr que le projet des oléoducs, c'est bon pour M. Harper, c'est bon pour les compagnies comme Suncor, c'est bon pour ceux qui ont les mains là-dedans, qui tirent les profits, mais ce n'est pas bon pour le Québec. Qu'est-ce que vous proposez comme énergie verte? Écoutez, c'est sûr qu'au Québec, une de nos chances majeures, c'est qu'on a l'hydroélectricité. D'accord? On a l'électricité à faible coût produite par Hydro-Québec, mais aussi par les éoliennes. On peut discuter longtemps qu'est-ce qui est rentable, mais pour le moment, on a beaucoup de production. Hein? Les éoliennes, les méga-barrages, on a de l'électricité, fait que pour nos transports, c'est une source efficace, une source à faible coût. On a tout avantage petit à petit à se tourner vers ça. Mais il y a d'autres sources. Ici même, là, dans la région, on a des chaufferies communautaires qui permettent de voir que même là où on pourrait avoir accès à l'électricité, il y a peut-être d'autres solutions qui ont recours à des produits locaux et qui permettent de démontrer qu'on peut, par toutes sortes de moyens, petit à petit assurer notre indépendance du pétrole, d'une source d'énergie fossile, sale, non renouvelable, qui gâche notre économie, qui nous coûte cher et qui n'est pas bon pour la planète. C'est à la suite de son élection de mairesse de la municipalité de Saint-Pacôme que nous avons rencontré Nathalie Lévesque. Nous avons pu nous entretenir avec elle sur son nouveau rôle de mairesse. J'étais très heureuse. C'est sûr qu'il était tard. L'attente a été très longue. On l'a su, je pense qu'il dépassait 1h du matin. Donc, mais très heureuse. Honorée aussi que les gens nous aient fait confiance. L'équipe au complet, ça, c'est un cadeau incroyable. C'était mon grand défi personnel que je m'étais lancé pendant la campagne électorale, de faire élire mon équipe au complet. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, on ne peut pas être plus heureux, là. Comment vous allez concilier votre travail actuel, qui est directrice de l'amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, avec celui de mairesse de Saint-Pacôme? Écoutez, j'ai dit tout le long de la campagne que l'administration municipale, c'est pas l'affaire d'une personne. Donc, j'ai une équipe compétente, dévouée, qui sont toutes comme moi prêts à travailler pour servir les citoyens. Donc, chaque personne va prendre son dossier, ses responsabilités, vont mener à terme leurs choses. Donc, moi, je vais essayer de gérer ça du mieux que je vais pouvoir. C'est sûr que je m'attends à travailler le soir. C'est sûr que je m'attends aussi à me disponibiliser le jour pour rencontrer mes responsabilités de mairesse. Mais je pense que je peux concilier facilement là, les deux rôles. Oui, puis j'ai une latitude aussi avec mon conseil d'administration à l'amicale. Il y a une relation de confiance. Je ne viens pas d'entrer en poste. Donc, je peux jouer, j'organise mon horaire un peu comme je veux, mais en autant que j'arrive à mes objectifs. Et sur quoi vous allez vous attaquer dans les prochaines semaines sur la municipalité de Saint-Pacôme? Bien, on a déjà établi, hier soir, on a déjà eu une première rencontre, c'était déjà mardi, puis on a les responsabilités sont déjà données. Il y a déjà un organigramme de préparé qu'on va aller faire mettre à jour là, à la municipalité. On n'est pas assermenté encore, on va être assermenté jeudi. Mais le premier grand défi, c'est le budget. Le budget. Donc ça, on va s'y attaquer en novembre. On s'attend de travailler peut-être un samedi, un dimanche matin, quelques soirs. Mais ça va nous permettre de faire le tour aussi de tout ce qui est à faire à Saint-Pacôme, les moyens qu'on a, faire un état de la situation, en fait. Ce que je parlais pendant la campagne électorale, ce travail-là va nous permettre d'en faire un premier. Là, c'est vraiment de donner les responsabilités de chacun. Il faut rencontrer les employés. On veut avoir une relation de confiance avec les gens. Les citoyens nous ont démontré une confiance. Ils nous ont ouvert la porte toute grande pour nous permettre puis nous donner la chance de les servir. Mais maintenant, il faut travailler en collaboration, en confiance avec tout le monde. Donc, on veut prendre ça une bouchée à la fois pour que la transition se fasse tout doucement puis que personne qui se sente perturbé là-dedans. Là. Mais on a confiance, puis on a une belle collaboration déjà. On sera assermenté jeudi soir. Vendredi, on entrera en poste. La semaine prochaine, je vais déjà aller faire mon premier tour, rencontrer les gens. Puis, on veut que ça se passe tout doucement puis que ça soit facile pour tout le monde. Le 6 novembre dernier avait lieu une conférence de presse de Projection 1635 sur le service d'accueil de stagiaires. Cette conférence avait pour but de parler, entre autres, de ce service et du bilan de sa première année d'existence.
C'est un service que Projection 1635 offre depuis 1 an maintenant dans le cadre du programme Place aux jeunes, un programme que nous coordonnons depuis vraiment plusieurs années, plus de 20 ans maintenant. Et l'an dernier, dans le fond, les partenaires avec qui nous travaillons dans le Kamouraska étaient comme à la recherche d'un organisme pour travailler sur l'accueil des stagiaires parce que dans notre région, on sent qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part de candidats de l'extérieur pour y venir, soit pour un emploi ou pour faire un stage. Et les demandes arrivaient d'un peu partout et on avait vraiment besoin de se donner une structure pour recevoir ces demandes de stage-là et faire le lien avec nos entreprises du milieu qui sont en mesure là, d'accueillir des stagiaires. Alors, on a déposé une offre de service auprès de nos partenaires pour devenir l'organisation qui allait coordonner le développement et la coordination de ce service dans la région du Kamouraska. Mais notre grand défi là, pour les années à venir, c'est de faire sortir des offres de stage. On souhaite que davantage d'entreprises lèvent la main et nous offrent des stages que nous, on va diffuser et pour lesquels on va leur rechercher des candidats pour répondre à leurs besoins. Madame Cheney, quels sont les services offerts aux milieux d'accueil et aux stagiaires? Alors, les services offerts, il y en a plusieurs. Donc, au niveau des milieux d'accueil, vraiment la possibilité d'afficher leur offre de stage sur le site de Place aux jeunes. Donc, il y a vraiment une visibilité de plus en plus importante dans le milieu au Québec. Ensuite, une diffusion même à l'interne dans nos services de projection. Et puis, la possibilité d'aller rencontrer les entreprises avant pour voir un petit peu bien cibler leurs besoins en termes d'accueil de stagiaires. On a plein d'outils qui ont été mis en place et qui sont bien utiles afin de décortiquer un peu chaque demande de la part des futurs receveurs de stages. Pour les stagiaires, un contact direct avec moi, avec des organismes de la région, des liens qui peuvent être faits. On répond vraiment à toutes les questions que parfois les receveurs n'ont pas le temps d'y répondre ou ce n'est pas leur mandat. Donc je suis vraiment là pour couvrir tous les aspects en termes d'accueil de stagiaires dans la région. Et quel a été le bilan de votre première année du service de stagiaire? Alors la première année, très positive. On avait un objectif de 10 stages pour la première année. Il y a eu 19 stages de fait. Il est certain qu'on vient en complémentarité de ce qui se fait déjà dans le milieu. Donc le cégep, on sait qu'il y avait déjà beaucoup d'accueil de stagiaires qui se faisait. Donc on vient en complément de ce qui se faisait déjà. Donc tout ça pour dire que dans les 19, il y a 9 stagiaires qui sont venus par le biais du cégep, par le biais d'une entente de mobilité. Donc ces stagiaires-là sont vraiment pris en charge par le cégep, mais on vient donc pallier à peut-être d'autres choses dont les stagiaires auraient besoin, les mettre en lien beaucoup avec la communauté. Donc on a eu une belle année, des beaux résultats, beaucoup de stagiaires qui venaient de France, d'Europe et de stagiaires qui sont encore là avec nous jusqu'au mois de décembre, 2 stagiaires du Mexique avec qui on a fait vraiment un gros travail du début à la fin parce qu'on a été en contact direct avec eux avant qu'ils ne viennent dans le pays. On les a mis en lien beaucoup, on a fait des entrevues Skype, donc ça a permis vraiment de créer un lien même avant qu'ils ne viennent, donc qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent accueillis dans le milieu. Les priorités pour 2013-2014? Alors, pour l'année à venir, 2013-2014, donc la deuxième année, on espère évidemment qu'il y a encore plus de visibilité, qu'il y a encore plus de stagiaires qui viennent faire vivre une première expérience ici, mais aussi, pourquoi pas, s'installer. On sait que la rétention est importante, surtout par rapport à des jeunes diplômés. Donc, on espère qu'il y ait de plus en plus de rétention, de plus en plus aussi d'entreprises qui fassent appel à nos services, qui offrent des stages, parce qu'on sait que quelquefois, ça peut être une porte ouverte sur des idées nouvelles, sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis, un beau tremplin pour éventuellement des emplois possibles. Et quelquefois aussi, on se dit qu'on n'a pas forcément de besoin de stagiaires, mais quand on voit des offres de stages qui peuvent arriver, ben là on allume et on se dit pourquoi pas partir sur ce projet-là, pourquoi pas développer quelque chose avec ces forces-là de ce stagiaires-là qui ont quelquefois des connaissances très spécialisées qui peuvent aider les entreprises à développer quelque chose. Et pourquoi c'est important d'accueillir des stagiaires ici au Kamouraska? L'accueil de stagiaires au Kamouraska est vraiment une belle opportunité, non seulement pour les milieux de stage, mais pour le milieu tout entier aussi, qui se rend compte qu'on a besoin de certaines énergies nouvelles. On sait qu'au Bas-Saint-Laurent, il va y avoir de plus en plus de postes à combler, non seulement avec des départs en retraite, mais aussi à cause de la démographie, etc. Donc on a besoin de ces personnes-là, ce sang neuf un petit peu, avec des gens diplômés qui viennent apporter leur expertise dans la région. Parlez-nous de l'entente de partenariat de 2013-2014. Ça émerge du plan stratégique de la MRC de Kamouraska. MRC, plan stratégique qui a comme horizon 2009-2014 et à l'intérieur de la table entreprise,
On a priorisé des interventions auprès des petites entreprises. On veut appuyer les petites entreprises en leur apportant des solutions aux problématiques de main-d'œuvre spécialisée dans ces petites entreprises-là. 2 priorités ont émergé. Celle du programme CERES qui fournit des emplois stratégiques, des employés stratégiques sur une base occasionnelle, et l'autre qui est l'accueil de stagiaires. Alors, le CLD avait été mandaté comme initiateur de cette priorité-là. Donc, la tâche était de regrouper des partenaires pour pouvoir élaborer un plan d'action et arriver avec des solutions concrètes. Solutions on en dévoile les résultats aujourd'hui. Et c'est Projection 1635 qui a été identifiée comme mandataire pour réaliser le moyen. L'École secondaire Chanoine-Beaudet, reconnue comme école entrepreneuriale, a créé un nouveau projet, le Bistrot du Chanoine. Nous avons rencontré Geneviève Soucy, directrice adjointe, et aussi Mélanie Plourde, enseignante en adaptation scolaire et sociale, afin d'en savoir un peu plus sur cette activité, mais aussi sur le mandat que s'est donné l'École secondaire de Saint-Pascal. Alors, depuis l'an passé, l'École secondaire Chanoine-Beaudet a été ciblée par le ministère de l'Éducation parmi les 10 écoles pilotes au Québec pour implanter la stratégie entrepreneuriale. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle toujours, nous, au niveau scolaire, donc c'est d'amener les élèves à bien se définir, à bien connaître leurs forces, leurs capacités, leur qualité entrepreneuriale. Et on part toujours du principe que entreprendre, c'est explorer, découvrir et agir. Donc, au niveau du contexte scolaire, c'est comme ça qu'on prend le volet de l'entrepreneuriat. Et cette année, l'année passée, plusieurs projets ont été mis sur pied au niveau de l'entrepreneuriat et comme école ciblée à sa 2e année, donc on continue de développer des projets donc à caractère entrepreneurial. Plusieurs sont au niveau pédagogique en classe, mais d'autres sont aussi au niveau du contexte de l'école elle-même. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets? Bon, bien, cette année, tous les projets qui avaient été mis sur pied l'an passé continuent, comme entre autres notre concentration entrepreneuriale qui a lieu à tous les mercredis après-midi, des élèves qui vont organiser nos portes ouvertes pour les élèves de 6e année. On a une quinzaine d'élèves cette année qui sont inscrits dans cette concentration-là. On a également plusieurs projets qui vont être inscrits au concours québécois en entrepreneuriat. Le cours de sensibilisation en entrepreneuriat en secondaire 4, nos projets intégrateurs qui sont faits par nos élèves de 5e secondaire, que ce soit du mini-sport pour les élèves du primaire, en passant par un café des élèves. C'est vraiment très varié au niveau de ces projets-là, mais tous les élèves de 5e secondaire ont à monter un projet pour vraiment répondre à un besoin de leur milieu. On a également aussi notre nouveau projet qui a commencé cette année, notre groupe d'immersion anglaise avec un caractère entrepreneurial aussi. Donc, nos élèves qui font de l'accélération scolaire à la fin avril et par la suite seront en 5 semaines d'immersion anglaise avec vraiment des débats à caractère aussi entrepreneurial pour développer toujours nos qualités entrepreneuriales. Qu'est-ce qui s'en vient comme projet pour l'école entrepreneuriale? Donc, vous savez, l'École Chanoine-Beaudet a toujours le souci de continuer de développer au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, pour nous, cette année, il y avait une ouverture vraiment au niveau de la communauté avec, entre autres, le Bistrot du Chanoine, mais d'autres projets qui s'en viennent aussi en collaboration avec les directions et les écoles primaires de notre bassin. Pour nous, c'est important aussi d'aller travailler avec nos jeunes du primaire dans le passage primaire-secondaire. C'est une étape importante. Il y a également une reconnaissance qui sera donnée par le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales à tous nos finissants cette année de 5e secondaire qui auront développé des valeurs entrepreneuriales. Donc ça, c'est tout nouveau. C'était pour nous un cheval de bataille l'année passée avec le réseau pour qu'il y ait une reconnaissance officielle, donc qui soit donnée aux élèves qui ont passé un parcours secondaire au niveau d'une école entrepreneuriale. Donc ça, tous nos élèves auront ça dès la fin de l'année scolaire. Le bistrot du Chanoine est avant tout le désir de satisfaire la clientèle des élèves et aussi les membres du personnel, mais c'est aussi le désir d'intégrer une multitude d'élèves au projet. On parle entre autres des élèves de 5e secondaire qui ont à s'investir et à développer des aptitudes entrepreneuriales, mais on a aussi des élèves qui viennent de tous les parcours scolaires, qui eux autres vont vraiment développer des compétences propres à certains métiers liés à la fois au domaine de l'alimentation ou du commerce. Mais en fait, qu'est-ce que les élèves font dans le bistrot de Chanoine? En fait, ils sont vraiment impliqués partout, à tous les niveaux. On a certains élèves qui vont développer le café des élèves, qui vont vraiment le gérer, le développer.
tandis qu'il y a des élèves qui vont travailler à la cuisine, à la préparation des plats, et même des élèves qui vont faire le service aussi, travailler à la caisse, servir les élèves, etc. Et est-ce que vous avez fait des repas pour les jeunes enfants de l'école primaire? Oui, en fait, c'est un nouveau projet qui est une ouverture communautaire qui vise à offrir des collations une fois par mois à tous les élèves de l'école primaire Monseigneur Boucher. Et en fait, on vise même à accueillir certains élèves pour venir développer des aptitudes entrepreneuriales à notre école aussi. Qu'est-ce que ce projet apporte aux jeunes? En fait, il y a une multitude de choses qui est apportée par ce projet. De prime abord, on pense que les jeunes, en s'impliquant davantage dans leur parcours scolaire, ils vont augmenter leur motivation et leurs chances de réussite éducative. On a aussi des élèves qui vont développer des compétences entrepreneuriales, développer des valeurs entrepreneuriales. Il y a aussi des élèves qui vont développer des compétences propres à certains métiers semi-spécialisés. Et on a même une attestation gouvernementale pour les parcours axés sur l'emploi. Tortue Bleue présente à partir du mois de novembre l'artiste Marc-Claude Heinz avec son exposition Blé de mer et blé des champs au musée François Pilote à la Pocatière. Le vernissage aura lieu le samedi 16 novembre à 17h. L'exposition se terminera le 5 janvier 2014. Tout d'abord, Marc-Claude, parle-nous ton parcours artistique. Eh bien, moi, quand j'ai commencé mes études en art, c'est ici, à la Pocatière. Alors, j'ai pris quelques cours ici, dans le cadre du cégep en arts plastiques. Alors, j'avais le goût de faire ça dans la vie. Alors, ça a commencé comme ça. Ensuite, je suis allée étudier à la Maison des métiers d'art de Québec pour apprendre plusieurs techniques. J'ai étudié en sculpture, donc c'était très varié. J'ai appris des techniques de travail de la pierre, du bois, du métal. Et puis, c'est ça. Moi, je savais que je voulais être artiste, mais en fait, je ne savais pas quelles allaient être mes cordes. Et puis, tranquillement, je m'approprie des matières, en fait, que j'ai les techniques de base, mais je fais beaucoup d'exploration. Et puis, je ne sais toujours pas exactement quel va être mon médium favori, mais c'est ça, je fais beaucoup d'expérimentation encore maintenant. Alors, j'ai été diplômée en 2009. Ça fait 5 ans que je suis sortie de l'école. Et puis, j'en suis rendue ici maintenant. Je reviens, je m'installe vraiment dans la région, dans le paysage culturel d'ici. Et pourquoi la sculpture spécialement? Je faisais du vitrail, des choses plus en 2D. Puis, j'avais toujours le goût de mettre ça en 3D. Donc, ça, avoir une autre dimension de plus, un défi de plus, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Le blé de mer, blé des champs. En fait, Blé des champs, c'est un peu... moi, c'est ça, j'habite dans le paysage ici, qui est les champs, la forêt, tout ça. Et puis, mes sources d'inspiration, ils proviennent de ce milieu-là. Puis, Blé de mer, c'est une espèce de complément, une réponse à ça qui est une recherche qui c'est maintenant, là. J'explore ça maintenant. Puis d'une façon différente, les procédés sont différents, la transposition des matières, c'est différent aussi. Blé des champs, c'est plus, je prends la source d'inspiration, puis j'essaie de la reproduire et tout ça, dans le but de fournir un peu les pistes de réflexion qui, moi, m'inspirent. Et puis, blé de mer, c'est vraiment plus inné, et puis j'ai pas nécessairement l'élément dans mes mains, c'est plus un élément inventé qui s'inspire des battures et qui s'inspire plus du paysage d'ici, de la Pocatière. Les algues, un peu ce qui est l'aspect de tout ça, là, alors la végétation du bord de mer. Mais qu'est-ce que vous voulez exprimer là, dans vos œuvres qu'on regarde ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une démarche artistique? Est-ce que vous voulez exprimer quelque chose? Oui, bien c'est sûr. Moi, c'est toujours quelque chose qui est harmonieux, qui est équilibré. J'ai le goût de montrer des belles choses. Il y a tellement de choses dans le monde qui nous font pas plaisir. Moi, c'est ça, quand je vais dans la nature et tout ça, bien, j'aime ça, c'est ce qu'on peut ressentir et tout ça. Et puis, j'aimerais que mes œuvres puissent faire comme les éléments de la nature que je trouve, puissent donner une espèce d'inspiration, puis de reproduire ce qui est fragile et éphémère dans des choses qui sont peut-être pas nécessairement encore durables, mais je suis en processus dans le but d'essayer de fixer l'éphémère, essayer de garder une espèce de mémoire comme ça
Monsieur Brouillette, pourquoi vous avez pris Marc-Claude Heinz sur vos ailes? En fait, Marie-Claude, on a reçu son dossier lors d'un appel de dossier qu'on avait fait pour les battures à la Pocatière. À chaque année, le centre s'occupe d'une résidence d'artistes qui se fait conjointement avec la halte marine de la Pocatière. Donc, tout l'aspect de la batture, tout ça doit être intégré à la présentation du dossier. Puis, on voyait clairement que Marie-Claude s'en allait vers ça aussi. Mais on a toujours un choix limité, c'est un comité de pairs, donc c'est pas elle qui a été retenue pour ça, mais quand les dossiers sont intéressants, nous, on les garde puis on essaie de les replacer ailleurs dans notre programmation. Et comme on a une entente avec le musée François Pilote, qui est un musée d'agriculture, et que son travail, c'est un peu, on travaille sur ce qui pousse dans les champs, sur ce qu'il y a dans la batture, ça fait partie de l'ADN agricole de la région, les battures avec les aboiteaux, tout ça. Donc, son dossier était comme tout indiqué pour venir ici au musée François Pilote. Toute la population est invitée à venir voir l'exposition Entre fleuve et montagne de l'artiste Hugues Bertrand à la salle d'exposition de l'édifice Gérard Dallaire à la Pocatière. Fasciné par nos paysages sauvages et par la majesté de notre grand fleuve, il tente d'exprimer et de partager ce qu'il ressent face à la grandeur et à la beauté de nos régions. Ces toiles nous disent la magnificence de la nature, qu'il s'agisse de vieux bâtiments ou d'un monde où l'eau et les arbres se côtoient, se traversent et s'entrecroisent. Vous avez jusqu'au 2 décembre pour voir l'exposition. C'est ainsi que se termine l'Infocam de la semaine. Merci d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.